Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, Géraldine Schwartz. Journaliste franco-allemande, auteur d'un livre très remarqué, Les Amnésiques, aux éditions Flammarion. Géraldine Schwartz, bonjour. Bonjour. Vous vivez à Berlin, vous êtes journaliste et écrivain. Depuis la parution de votre livre en France, il s'est passé beaucoup de choses. Le livre est paru en Allemagne avec un impact considérable. On va revenir sur cet impact et sur la manière dont le livre a été reçu en Allemagne. On va parler aussi en fin d'émission de la réunion du MEDEF qui a lieu en ce moment même et dont vous êtes l'invité. Merci d'être quand même passé nous voir dans un agenda extrêmement chargé. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez comparer les deux réceptions de votre livre en France et en Allemagne ? Alors je dirais que, d'abord c'est un livre qui retrace le travail de mémoire réalisé par l'Allemagne et aussi par la France et d'autres pays européens depuis l'après-guerre, que je mêle en fait à mon histoire familiale. Mon père est allemand, ma mère est française, et donc je raconte comment en Allemagne, tout au long de 3 générations, mes grands-parents, mes parents et moi, en fait un pays, l'Allemagne, est passé d'une dictature à une démocratie et comment ce miracle a été possible. Et en France, je dirais qu'on s'est surtout intéressé à l'histoire de famille, qui correspond à peu près peut-être à un tiers du livre. Je mêle histoire familiale et grande histoire. Et mon histoire de famille, c'est l'histoire d'un grand-père allemand qui, en 1938, achète une entreprise juive à bas prix et donc profite des mesures d'arianisation. Et cette histoire-là a beaucoup intéressé les Français, alors qu'en Allemagne, je dirais que ce qui a davantage intéressé les Allemands, c'est la thèse du livre selon laquelle les pays qui confrontent leur histoire de manière honnête sont moins vulnérables au populisme. Et ça, c'est ce qui a beaucoup intéressé les Allemands, parce que inévitablement, l'Allemagne de l'Ouest a fait un travail de mémoire qui, en réalité, a permis cela, et le permet encore aujourd'hui, une certaine résistance au populisme à l'Ouest, et donc de découvrir que beaucoup de pays n'avaient pas fait ce travail était évidemment une surprise pour les Allemands. Alors vous dites à l'Ouest, parce que vous évoquez aussi dans votre livre la façon dont l'Allemagne de l'Est a tardé à faire ce travail de mémoire qui a été fait à l'Ouest. En novembre prochain, d'ailleurs, on marquera les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Est-ce qu'on peut dire que cette mémoire à l'Est s'est remise en mouvement ? Alors, à l'Est, il y a plusieurs mémoires. Il y a la mémoire d'abord du communisme. C'est, je pense que au mois de novembre, les 30 ans de la chute du mur seront surtout axés par la mémoire en fait de la fin du communisme et de la réunification. Ça, c'est une mémoire qui pose problème, qui figure d'ailleurs aussi dans le livre et sur laquelle j'ai fait un film documentaire qui doit paraître sur France Télévisions en novembre, parce que l'après chute du mur, en fait, contrairement à toute attente, a été assez traumatisante pour les Allemands de l'Est. Certes, ils ont eu accès au Deutschmark, ils ont eu accès à un niveau de vie bien plus élevé qu'auparavant, mais au prix, pour beaucoup, de la perte d'un emploi, d'une sorte de sentiment d'avoir été humilié, un petit peu annexé par l'Ouest, d'avoir cru dans des idéologies, enfin une idéologie qui finalement les avait trompés et aveuglés pendant 40 ans, et d'avoir finalement d'être un peu bon à rien. Le sentiment qui a été transmis en RDA, tout comme
dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, c'est que les citoyens finalement des régimes communistes avaient tout à réapprendre. Ça a été un clash culturel, politique, économique vraiment important, dont on sous-estime l'ampleur à l'Ouest. Et donc il est important de rappeler cette mémoire-là de l'après-chute du mur dans les pays du bloc soviétique pour comprendre aussi aujourd'hui pourquoi à l'Est, il y a encore dans une partie de la société le sentiment d'être des citoyens de deuxième classe de l'Union européenne. Et quel a été le rôle d'Angela Merkel, qui est elle-même une femme venue de l'Est, dans ce travail de mémoire ? Alors Angela Merkel, le paradoxe, c'est que bon, elle est née à l'Ouest, mais son père, un pasteur qui était très engagé, a accepté de partir en mission à l'Est, où il était assez difficile d'être pasteur, puisque dans un régime communiste, eh bien, la religion n'est pas le bienvenu. Et donc elle a vraiment grandi dans un milieu qui était un petit peu discriminé par l'État communiste. Et donc finalement, avec cette expérience, cette double expérience occidentale et orientale, elle devrait avoir la sympathie des populations d'Allemagne de l'Est. Or, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est plus le cas depuis 2015, depuis que Angela Merkel a ouvert les frontières aux réfugiés venant de Syrie. Bon, je rappelle qu'elle n'avait pas vraiment trop le choix parce qu'ils étaient vraiment à la frontière. On n'allait pas non plus les jeter à la mer. Et à l'Est, il y a eu une réaction complètement allergique à l'arrivée de ces réfugiés qui pourtant sont assez peu nombreux dans les régions de l'Allemagne de l'Est. Mais ça, c'est dû à, il faut revenir à l'histoire de la RDA, un pays où la population vivait en vase clos, où aucune culture filtrait de l'extérieur, enfin en tout cas pas légalement, et où il n'y avait très peu d'étrangers. Les étrangers qui étaient en RDA étaient des travailleurs du Vietnam, souvent, de ces pays-là, aussi communistes, qui étaient plus ou moins exploités par la RDA et faisaient le travail que les Est-Allemands ne voulaient pas faire et vivaient dans des sortes de ghettos. Donc il y avait déjà en RDA, finalement, absolument pas de mixité, ni religieuse, ni ethnique, qui peut expliquer aussi ce rejet du multiculturalisme. Alors, votre livre avait remporté le prix du livre européen, qui vous a été remis d'ailleurs qui vous a été remis au Parlement européen. Vous êtes de père allemand et de mère française, mais votre livre s'adresse aux deux pays auxquels vous êtes liés, mais par-delà, c'est un témoignage que vous avez voulu pour l'ensemble des Européens. Oui, en fait, on me demande souvent si la motivation première du livre était de raconter mon histoire de famille. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment une réaction à la défiance croissante à l'égard de modèles de démocratie libérale et du succès croissant des populismes qui sont malheureusement aujourd'hui, dont on minimise le danger. Et c'est toujours difficile de prendre effectivement ce rôle parce que c'est un rôle un peu ennuyeux, un peu moralisateur, mais je répéterai aujourd'hui, demain et après-demain qu'il ne faut surtout pas relativiser le danger venant des populistes. Mais en même temps, il faut leur parler, c'est ce que vous expliquez dans un article qui est paru dans Le Monde daté d'aujourd'hui. On va en parler, mais enfin, ce que vous apportez de plus intéressant, parce que vous avez beaucoup travaillé sur ces Allemands qui, à l'instar de vos grands-parents, ont été ce que vous appelez des Mitläufer, des Allemands qui marchaient avec le courant dominant. Pour vous, c'est ça le noyau dur, c'est l'adhésion finalement au mainstream.
Oui, en fait, j'ai voulu raconter l'histoire de mes grands-parents justement parce qu'ils ont une histoire très banale. Mon grand-père était membre du parti nazi, mais il a joué aucun rôle au parti, ni non plus d'ailleurs dans l'appareil d'État du Troisième Reich, et il n'a même pas été envoyé sur le front. Il a, en 1938, arianisé une entreprise. Il a acheté une entreprise juive à bas prix et adhéré au parti nazi. Voilà. Et donc, ça, ce sont les deux actes, les deux initiatives qu'il a prises, qui font de lui un Mitläufer par opportunisme, c'est-à-dire quelqu'un qui disons qu'il se rend complice d'une idéologie criminelle par opportunisme. C'est un modèle de Mitläufer. Un autre modèle de Mitläufer est celui de ma grand-mère qui n'a pas adhéré au parti, mais qui quelque part était plus attachée au Troisième Reich que mon grand-père. Elle était très attachée au Führer, surtout à Adolf Hitler. Elle a été aveuglée par Adolf Hitler, qui d'ailleurs plaisait beaucoup aux femmes, m'a-t-on dit. Il avait une voix magnétique, paraît-il. C'est difficile à croire quand on entend aujourd'hui des enregistrements d'Adolf Hitler, mais à l'époque ça prenait. Et puis le maniement des foules aussi. Voilà. Vous avez dit dans une interview l'importance d'un livre comme La psychologie des foules, dont on reparle beaucoup en ce moment, de Gustave Le Bon. Oui. Et dont vous dites qu'il a beaucoup inspiré le nazisme. Oui, alors écoutez, il a aussi inspiré Mussolini, Goebbels, qui était le chef de la propagande du Troisième Reich. Mais ce qui est intéressant, donc pour revenir à la figure du Mitläufer, c'est que c'est donc de comprendre que même si l'histoire ne se répète pas en tant que telle, ce qui se répète, c'est les mécanismes socio-psychologiques qui caractérisent l'être humain et le collectif. Et ça se répète. Et c'est pour ça que dans mon livre, je m'intéresse surtout à cela, parce que c'est cela qui peut aujourd'hui nous aider à identifier un glissement vers ces mêmes mécanismes. Donc minimiser effectivement le danger, ne pas vouloir le voir, être aveuglé et se laisser manipuler dans un cadre de crise, comme c'est le cas aujourd'hui, un cas de crise identitaire, où des figures exploitent la peur des gens, la crainte des gens, pour leur faire miroiter qu'ils sont les seuls capables en fait de répondre à leurs craintes. Et l'une des techniques qui est aussi décrite dans le livre de Gustave Le Bon et qui va être brillamment utilisé par Mussolini et Goebbels, c'est de brouiller la frontière entre le vraisemblable et l'invraisemblable. Et c'est ce qui correspond aujourd'hui aux fake news. Et je voudrais juste citer Hannah Arendt, qui dit que le problème de cette manipulation des faits, dont les populistes, dans un exercice dans lequel les populistes excellent, l'un des problèmes, ce n'est pas que les gens finissent par croire à tous ces mensonges et ces théories conspirationnistes. Le problème principal, c'est que les gens, à la fin, ne croient plus en rien. Et ne croyant plus en rien, ils ne sont plus aptes à juger. Et donc, ils sont manipulables à merci. Alors, vous dites, Géraldine Schwartz, que le travail de mémoire a été fait convenablement en Allemagne dès le lendemain de la guerre, en France avec du retard. Alors, pas dès le lendemain de la guerre, hein. Non, justement. C'est pour ça que ça s'appelle... Les amnésiques, ce sont aussi les Allemands de l'après-guerre. En Allemagne, il a fallu au moins 20 ans, voire plus. Mais une fois cette phase d'amnésie passée... À partir de la diffusion de l'Holocauste. Disons dans les années 60, à partir des premiers procès à Auschwitz, puis le soulèvement étudiant à la fin des années 60, où des personnes comme mon père vont confronter, cette génération d'après-guerre va vraiment confronter de manière très frontale leurs propres parents et leur demander « Et vous, qu'avez-vous fait pendant le Troisième Reich ?» Alors, vous dites quand même que ce travail a été fait assez vite, en France avec du retard, et en Italie, pas du tout. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'en Italie,
ça ne s'est pas fait du tout. Vous allez choquer beaucoup de gens parce que bon. Bon, ah bah non, mais c'est même pas. Vous savez, ça vient pas de moi. Hein, j'ai rien inventé. Primo Levi, dans une interview, je crois au début des années 80, disait l'Italie se cache derrière les crimes nazis pour ne pas faire son travail de mémoire. Le fait que l'Italie n'ait pas fait son travail de mémoire est contesté par très peu de personnes, y compris les Italiens. Le livre est paru en Italie. J'ai été invitée par plusieurs médias. C'est quelque chose qui est une évidence pour les Italiens que ce travail n'a pas été fait, et on s'en rend bien compte aujourd'hui puisque la réhabilitation du fascisme, voire même de Mussolini, semble poser peu de problèmes au milieu de la société. Ce n'est plus un phénomène des extrêmes, c'est quelque chose qu'on entend aussi dans le milieu de la société. Et c'est justement pour cela que quelqu'un comme Salvini joue avec une certaine ambiguïté concernant le fascisme, parce qu'il sait qu'il s'adresse dans la population, à une partie de la population qui est assez nostalgique du fascisme. Ce qui a été fait en Allemagne et ce qui a été fait dans aucun autre pays, c'est la responsabilisation de la société dans sa globalité. Donc des Mitläufer, justement, la majorité des Allemands étaient des Mitläufer. Et donc, à partir de la fin des années 60, le cercle des responsables s'est tellement élargi que la société s'est remise en question. Ça veut dire que grâce au travail de mémoire en Allemagne, eh bien, on a pu responsabiliser les individus en leur faisant prendre conscience de la conséquence de leurs actes lorsqu'elle est multipliée par des dizaines de millions. En leur faisant prendre conscience qu'on a un rôle à jouer dans l'histoire. Nous ne sommes pas des victimes, nous ne sommes pas passifs. Nous avons en fait finalement du pouvoir. Et c'est une bonne nouvelle, sauf qu'il faut l'utiliser à bon escient. Et c'est quelque chose qui a été fait dans très peu de pays. En France aussi, on a éludé l'attitude de la population. Et je veux pas condamner l'attitude de la population française sous Vichy, mais je pense que ça aurait été une occasion vraiment intéressante de se poser des questions sur comment doit-on réagir sous une dictature, comment doit-on réagir pour prévenir justement le glissement vers la complicité avec un régime ou une doctrine criminelle. Alors, je change de sujet pour parler d'un problème, d'une question qui est très présente au MEDEF, où vous avez été invité d'ailleurs à en parler. Alors, ce sont les menaces qui continuent de peser aujourd'hui sur l'Europe, le populisme et ce qu'on appelle l'illibéralisme. Comment on aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler dans cette émission, parce qu'il y a un livre de Alexandre de Vecchio qui s'appelle Recomposition, le nouveau monde populiste, qui parle de ça, qui essaie de comprendre ce qu'est finalement le populisme. Vous-même, comment vous analysez ces évolutions au vu des dernières élections européennes ? Alors, premièrement, je dois dire que ça confirme un petit peu la thèse de mon livre Les Amnésiques, parce que les pays les plus menacés finalement par le populisme sont les pays qui n'ont pas fait leur travail de mémoire, ou se sont pas préoccupés d'utiliser le travail de mémoire pour responsabiliser les populations et leur apporter une éducation politique. Donc c'est l'Autriche, l'Italie et malheureusement aussi la France et les pays de l'Est. Et je dois constater qu'en Allemagne de l'Ouest en tout cas, il y a encore une résistance, parce que malgré une montée du parti AfD, on reste quand même les élections européennes autour de 11%, ce qui est quand même moins du tiers de l'Italie et moins de la moitié de la France. Est-ce que vous diriez que l'AfD c'est du populisme ou c'est l'extrême droite classique ? Disons que le problème c'est que on parle de populisme, je pense que c'est un peu euphémisant. En réalité, en ce qui concerne l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la France, c'est clairement de l'extrême droite.
Pour la Grande-Bretagne ou quelqu'un comme Trump, on parlera plutôt de populisme. Mais disons que leurs méthodes sont très similaires. Donc l'objectif n'est peut-être pas forcément toujours le même, mais les méthodes sont similaires et c'est les méthodes qui m'intéressent puisque je considère que ce sont des méthodes qui manipulent les gens. Je veux pas insulter ceux qui votent pour ces partis. Je veux juste apporter quelques clés pour essayer de mettre en garde ceux qui sont tentés d'élire des partis politiques qui, en réalité, une fois au pouvoir, comme l'a démontré Viktor Orban en Hongrie, ou bien le parti PiS en Pologne, ou bien Trump aux États-Unis, eh bien, une fois au pouvoir, les populistes s'attaquent en premier aux libertés individuelles et à la démocratie, aux institutions démocratiques. Et il faut pas être naïf. Il faut pas croire que ce sera différent en France, en Allemagne ou en Italie. D'ailleurs, on l'a aussi vu en Italie. Salvini aussi s'est attaqué aux institutions démocratiques. Boris Johnson a suspendu le Parlement. Enfin, les populistes utilisent des termes qui flattent la population. Et c'était exactement la même chose dans les années 30. C'est-à-dire l'appartenance à une espèce de groupe social. En allemand, ça s'appelle la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple. Donc, flatter une partie de la population en lui faisant croire qu'il fait partie du vrai peuple, qu'il a le droit, la prérogative de faire partie du vrai peuple et que tous les autres comptent pour rien, donc sont exclus. Il faut savoir que ce genre de discours totalement excluant finit en général par se retourner contre ceux-là même qui votent pour ces partis. Alors, vous avez publié dans Le Monde d'aujourd'hui une chronique où vous dites qu'il faut parler aux populistes et il ne faut pas les ignorer, mais en même temps, il ne faut pas être dans le registre moral. Il faut, dites-vous, discuter politiquement avec eux. Alors, c'est un petit peu c'est un petit peu plus compliqué. Disons que dans le cas de l'invitation de Marion Maréchal au MEDEF, donc à un podium sur le populisme auquel j'ai participé, puis sa désinvitation face au scandale qu'a déclenché son invitation dans les médias. Cet événement invité-désinvité est évidemment le meilleur cadeau qu'on puisse faire aux populistes parce que ça nourrit le mythe victimaire. Le mythe victimaire est une des clés du succès des populistes en France et aussi beaucoup en Europe de l'Est, parce que pour avoir passé un peu de temps là-bas pour mon film, c'est être la victime, le statut de victime a toujours l'avantage qu'on se sent moralement supérieur. Et beaucoup de personnes s'identifient à des victimes. C'est très facile de s'identifier à la victime. On est tous quelque part victimes de quelque chose. Et donc, c'est assez facile à travers ce biais de séduire tout un électorat qui se retrouve dans le parti des victimes. Sauf que, en réalité, ces partis-là, en réclamant finalement, en revendiquant le monopole de la représentation du vrai peuple, font croire aux populations qu'ils œuvrent dans leur intérêt, mais il faut pas se leurrer, ce sont des partis qui, par leur paternalisme, en réalité, réservent un rôle extrêmement passif aux populations si un jour ils arrivent au pouvoir, et je dirais même peut-être augure de dérives antidémocratiques. Car nous l'avons aussi vu dans l'histoire, quand un parti ou un leader dit « le peuple, c'est moi », eh bien, il y a un moment donné, il finit par se passer de demander son avis au peuple. Alors, tout ça est né à cause d'une polémique. Le MEDEF avait invité Marion Maréchal Le Pen à discuter. Il l'avait invité d'ailleurs, c'est ce que dit le président du MEDEF, dans le cadre d'une discussion. Vous deviez y être d'ailleurs à cette table ronde et ils l'ont désinvité. Et vous dites c'était pas la peine de l'inviter pour la désinviter, il aurait mieux valu la garder quand même. Ou bien ne pas l'inviter du tout, mais pas inviter puis désinviter. Ensuite, pour ce qui est de parler avec les populistes, il faut, quand on parle avec les populistes, être très bien préparé. Parce que ce ne sont pas des hommes politiques comme les autres. Les populistes revendiquent le monopole de la représentation du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont contre le pluralisme.
Ils sont pour la dictature d'une seule opinion. Faut quand même le dire. Donc c'est de toutes les manières, c'est pas compatible avec la démocratie. Donc il faut avoir bien conscience que quand ces partis parlent de démocratie, ils parlent en fait réellement de la dictature d'une seule opinion. Quand ils parlent de liberté, en général, c'est pas de la liberté, c'est pas de la liberté d'opinion, c'est de la haine. Il faut pas confondre opinion et haine. Quand ils parlent de l'Europe, j'ai assisté à plusieurs réunions un petit peu privées de figures d'extrême droite où j'ai pu constater ce cynisme. Quand ils parlent de l'Europe, c'est une Europe une Europe d'une époque où on ne vénérait pas les droits de l'homme. Donc il faut, quand on confronte les journalistes sur les populistes sur un podium, il faut être préparé pour savoir ne pas se laisser désarçonner par ce trucage du langage. Et les mots qu'ils emploient ne signifient pas qu'ils respectent les valeurs que portent ces mots. Et ça aussi, c'est une technique qui est assez vieille, qui était utilisée aussi par les nazis, que Victor Klemperer a très bien décrit dans son livre, le trucage du sens des mots. Alors, on n'aura pas le temps, malheureusement. Il y a un exercice dans cette émission qui est le questionnaire Pont-Neuf, mais on n'aura pas, oui, c'est dommage, mais vous aurez l'occasion. Pas du tout. C'était passionnant. Et non, j'aurais voulu aussi vous faire parler parce que vous avez travaillé sur l'influence de l'idéologie nazie dans le monde arabe avant et pendant la guerre, et vous avez fait des choses très intéressantes. Il y a le cas du mufti de Jérusalem, mais ce n'est pas le seul, manifestement. Non, ça fera l'objet d'un prochain livre que je vais pas déflorer aujourd'hui. Eh ben alors, on vous attend pour ce prochain livre. Merci Géraldine Schwartz. Merci je rappelle le titre de ce livre qui a reçu le prix européen, Les Amnésiques, paru il y a un an chez Flammarion, mais qui reste toujours très actuel.